Bonjour, nouveau bulletin d'information en Ukraine au 10 juin 2022. Alors tout d'abord, quelques informations générales. Le ministre de la Défense ukrainienne, M. Reznikov, a reconnu que les pertes ukrainiennes étaient très importantes. Donc d'après lui, il y aurait 100 morts et 500 blessés par jour. Encore des exercices de l'OTAN, cette fois-ci en mer Baltique, avec 60 navires. 3 étrangers capturés sous uniforme ukrainien ont été condamnés à mort par la justice de la République populaire de Donetsk. La défense côtière ukrainienne dans la région d'Odessa a été renforcée par des missiles américains de type Harpoon. Et enfin, un camp d'entraînement ukrainien a été détruit à Jitomir, à l'ouest de Kiev, par une frappe de missiles. Donc Jitomir, c'est ici. Ensuite, sur le terrain maintenant, donc toujours des villages bombardés de part et d'autre de la frontière. Il y a eu également une incursion donc, de saboteurs ukrainiens ou de commandos ukrainiens dans la région de Bryansk. Alors la région de Bryansk, c'est ici. Et donc, ce qui a abouti à un échange de tirs d'armes légères sur le village de Pody-Vautier, ici. Donc, il y a eu un échange d'armes légères, puis des tirs d'artillerie et une fumée sur ce village. Les forces ukrainiennes, maintenant, ont reçu de nouveaux renforts dans le secteur de Kharkov. Et la ville de Kharkov a été bombardée par des missiles Iskander. Et sur la ligne de front, toujours donc des combats sur les villages avec les pastilles noires. Mais pas d'informations sur l'attaque russe ces dernières 24 heures, ni sur Fedorivka. Ensuite, on se dirige sur Izium. Donc Izium, toujours des combats également sur la ligne de front. Toujours ces combats dans la forêt à l'ouest de Dolina. Plus à l'est, donc sur le secteur au sud-est de Sviatoirsk. Selon les sources russes, les deux villages donc de Tetianivka et de Prishib sont maintenant sous leur contrôle. J'attends des confirmations visuelles pour pouvoir déplacer la zone de contrôle. Alors la particularité de Prishib, c'est que à proximité de ce village, il y a une élévation, donc comme on peut voir ici, et de cette élévation, on peut dominer tous les environs. Comme on peut voir ici, donc il y a une petite montagne, ce qui peut donner un avantage visuel sur les alentours. Alors là, pour vous montrer un petit peu plus, il y a une photo qui est prise ici, mais c'est vraiment au centre de cette élévation et pas au sommet. Donc, comme vous pouvez voir ici, là on voit le village de Prishib, qui est ici, et ici cette élévation, donc qui monte assez haut. Donc voilà la petite particularité topographique de ce secteur. Et toujours selon donc, des sources russes, les forces terrestres sont en train de se diriger sur Sidorovier. Donc les unités russes et séparatistes se rapprochent de Slaviansk, qui est ici. Donc pour vous donner une idée de la distance, donc je prends le centre-ville de Slaviansk jusqu'aux premières unités russes. Ici, on a quinzaine de kilomètres, 16 kilomètres, une vingtaine un peu plus au nord-ouest, jusqu'à 30 kilomètres de Dibrovnier. Donc voilà, pour les distances. On se dirige maintenant sur l'est, et plus précisément sur Severodonetsk. Donc selon Arestovitch, qui est un conseiller du président Zelensky, ce dernier est pessimiste sur la situation ukrainienne dans la ville. Une autre source d'information donc donne l'aéroport sous contrôle des Russes. Donc cette fois-ci, j'ai mis une pastille, et dès que j'ai une confirmation visuelle, je rapprocherai la ligne de contrôle russe sur l'aéroport. Selon les estimations des autorités de Donetsk, il y aurait 7000 soldats ukrainiens à Lysychansk et Severodonetsk. 7000. Et ici, dans ce secteur, je voudrais également insister sur deux poches de résistance ukrainienne. Alors la première est sur Privilia, ici, où il y aurait 4000 soldats ukrainiens, et l'autre au sud, sur Zolotier, il y aurait également 4000 soldats, mais ce sont donc des estimations, mais non confirmées.
Donc, ce qui nous emmène maintenant sur le secteur donc, de Popasna-Bakhmout. Donc, Popasna est ici, sous contrôle donc, des Russes et séparatistes, et Bakhmout sous contrôle ukrainien. Les Russes ont progressé jusqu'à Kram-Sviatoo, donc qui se trouve ici. Kram-Sviatoo, donc sur cette commune. J'ai vu une vidéo donc, qui confirme la présence des Russes ici, sur cette petite gare. C'est pour ça que j'ai avancé leur zone de contrôle. Ici, donc, des éléments russes sont apparemment donc, dans ce village et ils continuent leur progression sur l'est et donc sur Zolotier. Sur le nord de Popasna, les combats continuent. Alors sur Mykolaïvka, ici, l'aviation russe soutient les troupes au sol. Et donc d'ailleurs, à ce propos, je voulais préciser que l'armée de l'air russe, qu'on appelle VVS, et les forces de défense aérospatiale russes, qu'on appelle VVKO, ont fusionné en août 2015 pour prendre le nom de Forces aérospatiales russes. Donc quand on parle de l'aviation russe, le nom exact, ce sont les Forces aérospatiales russes. Et c'est une chose que j'ai appris en suivant ce conflit. Donc voilà, donc ce sont bien les Forces aérospatiales russes quand on parle de l'aviation russe. Et toujours les combats sur l'axe qui est ici, donc au nord-est de Soledar, donc des combats dans ces villages le long de l'axe. Des nouvelles du bombardement de la base Wagner, donc sur la ville de Stakhanov, ici. Donc ici, je tiens à remercier Fred Vaster pour l'aide à la géolocalisation donc, de la base. Donc Fred, si j'ai bien compris vos coordonnées, la frappe et la base Wagner se situeraient ici, donc sur ce stade, avec l'unique tribune ici qui était en feu sur la vidéo que vous nous avez partagée. J'espère ne pas m'être trompé. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me le dire par mail ou dans les commentaires. En tout cas, merci pour votre aide. Et par rapport à cette frappe, donc sur la base Wagner, il y a différentes sources qui sont contradictoires, puisque certaines sources affirment qu'il n'y a eu aucune victime, et d'autres sources affirment qu'il y a eu entre 200 et 300 tués avec un seul survivant, et d'autres sources encore qui citent que le fondateur du groupe aurait survécu à la frappe. Donc toutes ces informations vont devoir être contrôlées, confirmées et recoupées ces prochains jours pour avoir le fin mot de l'histoire. Donc voilà pour Stakhanov, on retourne sur la ligne de front. Une nouvelle ligne de défense ukrainienne serait en train d'être renforcée entre Siversk et Bakhmut, et plus précisément sur les deux communes de Pereizne et Rozdolivka, qui se trouvent ici. Donc ici apparemment des renforcements dans les installations défensives ukrainiennes. Dans le secteur de Bakhmut, aucune nouvelle ces dernières 24 heures. Une source ukrainienne avance que les Russes progressent sur Roti, ici, suite à l'attaque terrestre d'hier. Donc apparemment progression. Pas de nouvelles sur Novolyansky, donc pas de modification ici. On continue en direction de Donetsk, toujours des combats au sud-est de New York, ici. Sur Donetsk, alors selon une source russe, les Césars français se trouveraient au nord-ouest d'Avdivka, donc dans ce secteur ici. Donc j'ai marqué présence de Césars ici avec un point d'interrogation. Alors c'est une information qui devra être confirmée. Sur Donetsk, toujours des bombardements depuis maintenant plus d'une semaine, et tout comme sur Kharkov, des installations civiles ont été la cible des bombardements, avec hélas et toujours des victimes civiles. Pas d'évolution sur le reste de la ligne de front, jusque dans le secteur de Zaporizhia, où ici on assiste à un renfort, à une concentration de troupes de part et d'autre de la ligne de front. Donc il y a une concentration et des renforts ukrainiens, et également une concentration et des renforts russes dans ce secteur. Et enfin, la ville de Dnipro a été bombardée donc par des missiles. Donc Dnipro, je vais dézoomer pour vous montrer où on se trouve. Donc sur l'est de l'Ukraine, on a le Donbass, ici. Et un peu plus à l'ouest, on a la ville de Dnipro, qui est une ville très importante dans la logistique de l'armée ukrainienne, puisque c'est par ici qu'une partie des renforts et de l'approvisionnement passe. Donc la ville a été bombardée, et apparemment il y a également eu une explosion
mais qui n'est pas le fait d'un missile, dont l'origine est encore inconnue. Donc, bien évidemment, je vous partage les sources en description. On va maintenant se porter sur le front de Mykolaïv-Kherson, donc qui est plus à l'ouest. Hier, je vous annonçais une attaque ukrainienne sur Kalistniske, ici. Et donc, cette attaque donc, ukrainienne entre Snihorivka, ici, et Davydibryd, ici, cette attaque ukrainienne a été repoussée. Je vous partage également en description une vidéo qui date des 3 et 4 juin dernier, où l'on voit donc des navires ukrainiens. Donc on peut voir clairement la corvette Vinitsa avec l'identification 206. C'est une corvette anti-sous-marine qui est couchée sur le flanc. Et on peut également voir le navire de débarquement Oleg Ferenko. Donc je vous avais cité hier dans le Golfe, ici. Donc cette vidéo donc, du Oleg Ferenko qui date du 4 juin, on le voit être bombardé, mais pas touché sur cette vidéo. Donc elle est également en description. Et j'ai oublié également de vous préciser qu'il y a des combats également sur Velika Oleksandrivka, ici. Donc dans le secteur où il y avait eu l'attaque russe sur Bila Krintsia, ici, donc dans l'oblast de Kherson. Je n'ai plus de nouvelles de cette attaque, donc si lundi je n'ai toujours pas de nouvelles, je rétablirai la ligne de front, la ligne de contrôle ukrainienne. Et il y a actuellement maintenant des combats dans ce village, Velika Oleksandrivka. Donc voilà pour les informations du 10 juin 2022. Donc en résumé, les Ukrainiens ont reçu des renforts sur Kharkov, les Russes progressent en direction de Slaviansk. Sur Severodonetsk, les combats continuent. L'aéroport serait maintenant aux mains des Russes. Ensuite, nous avons des informations contradictoires sur le nombre de victimes du bombardement ukrainien de la base Wagner sur la ville de Stakhanov. Donc, information à vérifier et contrôler ces prochains jours. On a des concentrations de troupes de chaque côté dans le secteur de Zaporizhia. Et enfin, les combats continuent sur Davydibryd sans modification de la ligne de front. Et donc j'en profite également pour remercier les premiers Patreon et Tipeee donc, de cette semaine. Donc merci beaucoup, ce qui est une source supplémentaire de motivation. Donc voilà, si le travail vous plaît, je suis satisfait. Voilà. Encore merci. Donc on est vendredi, donc je vous laisse avec la vidéo donc, qui va suivre, avec l'évolution de la ligne de front par rapport à vendredi dernier. Dans un souci de ne pas surcharger la map, qui contient déjà beaucoup d'informations, cette ligne de démarcation par rapport à vendredi dernier, je ne l'inclus que dans la fin de la vidéo du vendredi. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien et à bientôt. Merci.